Le braquage du siècle. Comme tous les jours qui avaient suivi, nous avions fait face à de terribles circonstances, aux aboutissements plus ou moins heureux. Ce ne fut pas le cas, ce fameux jeudi 30 octobre de l'année 1987. Nous avions pour mission, cette nuit-là, de nous rendre sur le lieu d'un simple cambriolage. Rien de plus naturel, cela nous était devenu coutumier. Rien ne semblait dire qu'on allait vivre, John et moi, une journée qui resterait gravée à jamais en nos cœurs. On était arrivés les premiers sur les lieux et les derniers à en partir. John arrêta la voiture face à l'entrée de l'épicerie. On commença les sommations car, sur notre trajet, le cambriolage s'était transformé en une prise d'otage. Au bout de quelques sommations, la porte de l'épicerie s'entrebâilla, laissant échapper deux silhouettes, celle de la propriétaire et du ravisseur qui menaçait celle-ci d'un couteau placé sur sa gorge. À notre surprise, l'homme parla à l'oreille de la propriétaire, puis nous ordonna de nous éloigner, sinon il la tuerait sous nos yeux. Il parla à nouveau à la propriétaire et s'empressa de nous crier. Je compte jusqu'à 10 et arrivé à 10, je la tuerai si vous ne vous éloignez pas. La propriétaire se mit alors à compter. John se tourna vers moi et me dit. Harry, éloignons-nous. Ne lui donnons aucune de raison de le faire. On remonta dans la voiture et on recula de 5 bons mètres. John prit de nouveau le mégaphone et commença à dialoguer avec l'homme. On voyait qu'il avait peur, car même à 5 mètres, on pouvait voir son couteau trembler. John me dit, je suis sûr, Harry, qu'il ne veut pas lui faire du mal. Il doit être un pauvre type qui s'est fait prendre par la propriétaire et pris de panique, il l'a prise en otage. Sans hésitation, je répondis à John. C'est aussi mon avis. Ramenons-le à la raison. Je suis sûr que ses enfants et sa femme doivent l'attendre pour souper. Raisonnons-le avant qu'il ne fasse malgré lui une victime. On commença à dialoguer avec lui, toujours par le biais du mégaphone. On lui dit tout ce que nous avions appris à l'école de police, du genre tu vas foutre ta vie en l'air, ne fais pas de conneries, pense à ta femme et à tes gosses. Il semblait prostré, immobile et dépourvu de toute réaction. Il me semblait qu'il avait déjà quitté ce monde. D'une voix timide, il finit par nous parler. Il n'avait rien de ces vrais malfrats qu'on avait l'habitude de rencontrer tous les jours de notre métier. Et il nous criait à présent. Je ne veux de mal à personne. Je ne voulais juste que quelques bonbons. Cette phrase nous semblait vide de sens, à cet instant précis, mais elle avait bien vite pris toute son ampleur au fil des heures qui allaient suivre. On avait dû penser que c'était un homme déséquilibré qui, peut-être, s'était échappé de l'asile de Flamboyant, qui se trouvait à peine à quelques rues. Et il nous criait à nouveau. Je ne veux faire de mal à personne. Je veux juste rentrer chez moi, voir ma femme et mon petit bonhomme. John prit la parole et lui parla aussi de son fils, qui allait bientôt avoir ses 6 ans. Je pense qu'en entendant John, l'homme se confronta à lui-même. Il était devenu plus ouvert, il commençait même à sourire. Je lui demandai comment s'appelait son fils et quel âge il aurait bientôt. On voyait qu'il avait de la fierté en évoquant son enfant, on ne pouvait presque plus l'arrêter de parler. Mais il ne dit plus un mot quand on lui demandait pourquoi ce braquage. On aurait dit qu'il se refusait à cette réalité et semblait même avoir honte de son geste. Encore une fois, on insista sur l'avenir de son fils et surtout sur une vie sans son père. Il essuya ses yeux, puis d'une voix presque tremblante nous dit je ne voulais pas en arriver à là, je voulais juste quelques bonbons, mais rien de plus. Surtout pas de faire le moindre mal à personne. Que Dieu me pardonne ma faiblesse, ainsi que ma femme et mon fils bien-aimé. Il baissa son couteau, parla de nouveau à l'oreille de la propriétaire, qui se mit à nous crier. Il est d'accord pour me laisser partir. Puis, il fit signe de s'en aller. On retenait notre souffle, car le moindre bruit aurait brisé cette si fragile alliance. Elle n'avait fait qu'1 ou 2 mètres, quand un bruit assourdissant fit trembler le ciel et mit fin à l'alliance que nous venions de passer. L'homme, en voyant les autres voitures de policiers encercler l'épicerie, se mit à courir derrière la propriétaire et l'entraîna de nouveau dans la boutique. On était retombé à notre point de départ
et même au-delà, car l'homme se trouvait à présent dans une situation de défense, de contrainte et surtout d'angoisse. On essaya de renouer le dialogue, mais on n'obtenait plus rien. L'épicerie semblait à présent vide de toute personne, de toute émotion. Au bout de quelques minutes, après un implacable silence, notre chef décida que, pour la sécurité de la propriétaire, on devrait bientôt mener l'assaut. Notre opposition, celle de John et la mienne, ne pesa pas assez lourd sur la balance pour le faire réfléchir. Sa décision était prise, et il ne voulait pas risquer de perdre une victime innocente. Il lui donna lui-même le compte à rebours et tomba comme une épée tranchante sur chacune des secondes qui s'écoulaient à présent. Puis soudain, tout s'éclaira. Notre chef donna l'ordre de mener d'affront l'assaut. John se tourna vers moi et me dit: Harry, que Dieu nous pardonne. Ces mots ont bien pris vie, peu de temps après. Combien j'aurais voulu que ce ne soit qu'une fiction. Hélas, ce n'est pas à nous de juger nos actes, mais seulement de les accomplir. L'assaut prenait vie. La moindre parcelle était occupée par un de nos collègues. À ce moment-là, je dis à John: à mon étonnement, il n'a aucune chance de s'en tirer s'il ne se rend pas. John se tourna vers moi, et d'une voix très calme et remplie de tristesse me dit: on le pleurera ce soir. L'assaut fut donné, les bombes fumogènes faisaient de tous côtés. On aurait dit qu'une vague de policiers allait déferler sur cette pauvre boutique, victime malgré elle, à tant d'égards. Soudain, la propriétaire sortit en courant de l'épicerie, et malheureusement, l'homme l'avait suivie. En son malheur, il avait oublié de jeter son couteau. Comme il courait dans la même direction que celle de la propriétaire, quelqu'un cria: Tirez, tirez! Le temps, devant tant d'injustice, s'arrêta de tourner pour mieux nous juger. Dans cet instant de folie, la propriétaire décida d'elle-même d'aller se réfugier dans sa boutique pour sa sécurité. Mais à peine avait-elle fait demi-tour qu'elle fut foudroyée d'une balle en pleine tête. Elle tomba déjà morte sur le sol. L'homme avait, lui, eu plus de chance. Au bout de 5 impacts, il lâcha son couteau et tomba à genoux pour ne plus se relever. Le temps reprit sa course, quand à nouveau quelqu'un cria: Cessez le feu, cessez le feu. Après que le brouillard de nos balles fut dissipé, un spectre horrible s'offrit à nos yeux. On ne voyait plus que 2 corps étendus sur ce sol froid. Tout le monde rengaina son pistolet, sauf John et moi, car nous avions assisté à ce triste spectacle, sans lui avoir apporté notre contribution. Après avoir brouillé l'homme, un de nos collègues ramena un morceau de papier qu'il avait trouvé dans la poche arrière de l'homme. Notre chef le lut. On aurait dit que les foudres du ciel venaient de s'abattre sur lui. Il jeta vers nous un regard désespéré, puis s'avança vers John et moi. Il nous dit d'une voix accablée de tristesse: Voyez, mes amis, où m'a mené ma conduite aveugle. Je voulais sauver une victime, et me voici récompensé de 2 âmes sur les mains. Il remit le mot, regarda une dernière fois le corps de l'homme et de la propriétaire et dit à nouveau: Je ne veux plus avoir de sang sur les mains. Cela suffit. Que Dieu nous pardonne tous. Il démissionna dans les heures qui suivirent. Le mot disait: Papa, passe à l'épicerie et prends-moi des bonbons, s'il te plaît. PS. Lucas, ton fils qui t'aime. On avait appris par la suite que l'homme était un bon père de famille, plutôt timide et sans histoire. Mais malheureusement, il venait de perdre son emploi. Il n'avait rien dit à sa femme, ni à son fils. Il faisait comme tous les jours, se lever pour aller au travail. Mais en réalité, il allait à la recherche de petits boulots pour ramener de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Ce soir-là, il n'avait plus le moindre sou pour acheter des bonbons à son fils. Dans un instant de folie, il vola les bonbons, mais surpris par la propriétaire, il paniqua. Tout se mit en place malgré lui. Pouvons-nous juger un homme à l'amour qu'il porte à sa femme et son fils? Que Dieu nous pardonne encore, car nous avons, cette nuit-là, estimé la vie de ce bon père de famille à quelques bonbons volés par amour.